Ma fille l'a crié, comme si elle essayait de m'effacer, non seulement moi, mais chaque instant de la vie que nous avions partagé. Les mots « Tu n'es pas ma mère » ont fendu l'air comme une lame. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas discuté. J'ai simplement attrapé l'enveloppe que j'avais gardée pendant près de 30 ans. Mince, jaunie par le temps. Mais à l'intérieur, elle contenait une vérité assez puissante pour tout renverser. Et alors qu'elle tremblait de rage et de confusion, je la lui ai tendue en silence. Parce que parfois, le silence n'est pas une faiblesse, c'est le début de la fin d'un mensonge. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Marilyn Harper. Je suis née et j'ai grandi à Livingston, dans le Montana. Et j'ai passé la majeure partie de ma vie à travailler comme infirmière scolaire à l'école primaire de Livingston. À 35 ans, j'avais déjà fait la paix avec l'idée que je n'aurais peut-être jamais d'enfant. La vie avait pris des tournants que je n'avais pas prévus. Un mariage qui n'a jamais eu lieu, une fausse couche à la fin de la vingtaine, et des années à essayer de combler le vide avec les enfants des autres. J'aimais mes élèves, je soignais leurs genoux écorchés et leurs fièvres. Je calmais leurs angoisses lors des exercices d'incendie et des heures de déjeuner sans parents. Je donnais tout l'amour que j'avais à ces enfants, même si ce n'était que pour 10 minutes à la fois. Puis, un jeudi pluvieux de fin mars, tout a changé. Cela a commencé par un appel téléphonique. J'étais dans l'infirmerie, triant des pansements périmés et des flacons d'antiseptiques à moitié utilisés, quand mon portable a vibré dans ma poche. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était un autre appel automatisé. Mais quelque chose m'a dit de décrocher. La voix à l'autre bout du fil était douce mais ferme. C'était le département des services familiaux de l'État. Ils avaient un enfant, un bébé, un peu moins de 9 mois. Elle s'appelait Émilie. Sa mère avait renoncé à ses droits et avait disparu. Aucune famille élargie ne s'était manifestée. Il cherchait bon quelqu'un qui pourrait la prendre, quelqu'un de patient, de stable, quelqu'un sans intérêt pour des arrangements temporaires. Il se souvenait de moi. Des années plus tôt, j'avais entamé le processus pour devenir famille d'accueil. Mais j'avais abandonné lorsque ma mère était tombée malade et avait eu besoin de soins à plein temps. Apparemment, mon nom était resté dans leur système. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Cela aurait été imprudent. J'ai demandé le week-end pour y réfléchir, mais au moment où j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Une ouverture, là où quelque chose avait été fermé trop longtemps. Cette nuit-là, je me suis tenue au milieu de la chambre d'amis, regardant le tapis de course couvert de poussière et les boîtes de décoration de Noël. Et j'ai passé le week-end à nettoyer, à réarranger les meubles, à récupérer un berceau d'occasion chez une femme de Bozeman qui a pleuré en m'aidant à le charger à l'arrière de ma voiture. Je n'ai pas demandé pourquoi elle le vendait. Certaines choses sont mieux tues. Lundi, ils me l'ont amené. Émilie était petite pour son âge, avec de grands yeux gris-bleu qui observaient tout et une tignasse de boucles sombres qui semblait n'avoir jamais été brossée. Elle n'a pas pleuré quand l'assistante sociale me l'a tendue. Elle n'a pas souri non plus. Elle m'a juste regardée, comme si elle essayait de mémoriser chaque centimètre de mon visage. Je l'ai tenue dans mes bras et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas l'affection fugace que j'avais donnée à des centaines d'enfants dans mon bureau. Pas le désir douloureux et creux que j'avais porté pendant des années. C'était quelque chose de solide, comme une ancre jetée au milieu d'une tempête.
Elle est arrivée avec un seul sac en plastique d'affaires, une grenouillère avec une déchirure à la manche, 2 biberons vides, un lapin en peluche, abîmé, avec un œil manquant. Pas de photos, pas de lettres, pas d'instructions. On m'a donné des papiers à signer, des dates à retenir, des bilans à préparer. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Je me suis assise par terre dans le salon, Émilie sur mes genoux, la paperasse à côté de moi, et j'ai juste respiré. Elle était si calme, pas craintive, pas timide, juste calme, comme quelqu'un qui avait appris très tôt que le monde ne viendrait pas à elle, à moins qu'elle ne crie, et peut-être même pas alors. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de lait maternisé, de rendez-vous chez le pédiatre et de longues nuits où nous étions toutes les deux éveillées à 3 heures du matin, incertaines l'une de l'autre, apprenant à nous connaître. Elle n'aimait pas être bercée, elle préférait être tenue droite, près du battement de cœur. Elle aimait le son des carillons éoliens et détestait l'aspirateur. Elle ne pleurait pas quand elle tombait. Elle regardait d'abord autour d'elle pour voir s'il était sûr de laisser sortir la douleur. Lentement, elle est devenue mienne. Pas légalement, pas officiellement, mais de toutes les manières qui comptaient. J'ai tenu un journal pendant cette première année, ce que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai noté les petites choses, la première fois qu'elle a tendu la main vers moi, la première fois qu'elle a ri dans son sommeil, la façon dont elle s'accrochait à ma chemise quand des étrangers s'approchaient trop près. J'ai aussi noté les peurs, et si je n'étais pas assez, et si elle en venait à m'en vouloir de ne pas être sa vraie mère, et si un jour elle posait les questions auxquelles je ne savais pas comment répondre. Je me suis promis de toujours lui dire la vérité, que je ne mentirais jamais, ne cacherais jamais, ne prétendrais jamais que le début n'avait pas d'importance. Mais les années ont passé, et chaque fois que le moment semblait opportun, j'hésitais. Elle était trop jeune, puis trop sensible, puis déjà trop en colère contre le monde. J'ai gardé la vérité pliée dans une enveloppe en manille dans le tiroir de ma commode, son acte de naissance original, une lettre de sa mère biologique, des documents judiciaires, et je me suis dit que j'attendais le bon moment. Émilie a grandi. Elle a commencé à m'appeler maman vers l'âge de 2 ans. Elle s'accrochait à moi quand nous entrions à la garderie, et elle faisait des dessins qui disaient « Je t'aime » en lettres tremblantes d'enfant. Les gens commentaient souvent nos différences, sa peau mate contre mon teint irlandais pâle, ses yeux sombres contre mes yeux verts. Mais cela n'a jamais eu d'importance pour aucune de nous. Nous étions une famille, construite, pas née, choisie. Il y a eu des moments difficiles, des crises de colère, des fièvres et le chagrin des premières amitiés perdues. Mais il y a eu aussi de la joie, tellement de joie. Lui apprendre à faire du vélo sur le trottoir devant notre maison. La regarder jouer le rôle de Marie dans la crèche de Noël, récitant fièrement ses répliques sans en manquer un mot. La façon dont elle se glissait dans mon lit les nuits d'orage, chuchotant « Tu es en sécurité avec moi, maman ». Je ne l'ai jamais corrigée. Je ne lui ai jamais rappelé que je ne l'avais pas mise au monde. Parce que l'amour ne garde pas les comptes. Il est simplement là, encore et encore, même quand on est fatigué, même quand on a peur. Et j'étais là, chaque jour. J'ai commencé à remarquer la distance, quelque part pendant la 2e année de lycée d'Émilie. Ce n'était pas un changement soudain, pas le genre de choses qui arrivent du jour au lendemain. C'était plus lent que ça, progressif, comme la façon dont la peinture s'écaille d'un mur, auquel on a cessé de prêter attention. Un dîner manqué s'est transformé en 2.
un haussement d'épaules au lieu d'une conversation, des yeux qui regardaient au-delà de moi au lieu de me regarder. Elle avait 16 ans, puis 17. Son monde s'est élargi, et je l'ai regardé s'éloigner de plus en plus du mien. Je me suis dit que c'était normal. Les adolescents se rebellent, ils prennent leur distance. C'est comme ça qu'ils se créent leur propre espace. J'avais lu tous les livres sur l'éducation des enfants, je connaissais la terminologie, les étapes émotionnelles, le langage de l'individuation. Je me répétais ces choses comme des mantras, en faisant la vaisselle seule le soir, son assiette intacte dans l'évier. Au début, j'ai mis ça sur le compte des suspects habituels, la pression des pairs, les examens, les hormones. Mais il y avait quelque chose de différent en dessous, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Ce n'était pas seulement de la rébellion, c'était de la désapprobation. Elle a commencé à me traiter comme une obligation, comme si ma présence dans sa vie était quelque chose qu'elle était forcée de porter, comme un sac d'école devenu trop lourd, mais qu'on ne pouvait pas laisser derrière. Elle passait plus de temps chez ses amis. Je lui demandais avec qui elle était, et elle répondait par des monosyllabes. Parfois, elle mentait sur l'endroit où elle avait été. Pas de manière flagrante, mais par des omissions subtiles que je ne remarquais que des heures plus tard, quand la chronologie ne collait pas, ou quand je voyais le bord d'un bracelet de concert sous sa manche. J'ai arrêté de poser des questions aussi souvent. Je me suis dit qu'il valait mieux lui donner de l'espace que de la pousser et de risquer de la perdre complètement. Elle a changé d'apparence, s'est coupé les cheveux, les a teints, les a de nouveau laissés pousser, toujours avec une pointe de défi. Ses vêtements sont passés de colorés et expressifs à sombres et amples, une sorte de bouclier. Sa musique, autrefois douce et mélodieuse, est devenue vive et forte. Elle a commencé à verrouiller sa porte. Je lui ai donné l'intimité qu'elle exigeait, bien que j'ai l'impression qu'elle m'excluait de bien plus que de sa simple chambre. Parfois, elle me regardait comme si j'avais fait quelque chose de terriblement mal. D'autres fois, elle ne me regardait pas du tout. Il y avait des moments où la fille que j'avais élevée refaisait surface, de faibles lueurs entre les tempêtes, comme quand elle m'a apporté une tasse de thé pendant une tempête de neige, ou quand elle m'a envoyé un SMS tard le soir, pour dire qu'elle rentrerait bientôt. Mais ces moments étaient fugaces, rapidement engloutis par le silence, le sarcasme ou la distance. Elle est devenue obsédée par la recherche de sa place. Je l'entendais parler au téléphone à voix basse et urgente. Une fois, je l'ai entendu dire « Je ne sais même pas qui je suis ». Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Je suis restée devant sa porte un long moment, la main levée pour frapper. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis redescendue et je suis restée assise dans le noir, pendant près d'une heure. Nous avons arrêté de prendre des photos ensemble. Nos cadres autour de la maison se sont figés dans le temps. Nous, à la plage, à des événements scolaires, ses bras autour de mon cou, toutes les deux souriantes. J'ai remarqué comment elle a commencé à éviter d'être en arrière-plan de mes clichés spontanés. Comment elle sortait du cadre ou se détournait, comme si elle s'effaçait déjà de notre récit commun. Un jour, j'ai trouvé un dossier en manille dans son sac à dos. À l'intérieur se trouvait un formulaire imprimé, intitulé « Demande d'information non identifiante ». Il provenait du bureau des archives d'adoption de l'État. Je me suis assise au bord de mon lit, tenant le dossier comme s'il était sous tension. Mes mains tremblaient. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'ai juste regardé, laissant les mots se brouiller jusqu'à ce qu'ils perdent leur sens. Je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé, et je n'en ai pas parlé.
Je n'ai pas pu. J'avais peur. Non pas de ce qu'elle trouverait, mais de ce que cela signifiait, qu'elle cherchait déjà, qu'elle remettait déjà en question. Après ça, j'ai commencé à remarquer comment elle observait les autres familles. À l'épicerie, au restaurant, dans les films. Elle prêtait attention aux mères et aux filles d'une manière qui semblait lourde de sens. Un soir, alors que nous regardions un film sur une fille retrouvant ses parents biologiques, j'ai vu sa mâchoire se crisper, ses mains se serrer en poing sur ses genoux. Elle a quitté la pièce à mi-chemin. Je savais que la conversation approchait. Je ne savais juste pas quand, ni quelle forme elle prendrait. Lors des événements scolaires, les gens m'appelaient encore sa mère. Mais parfois, je la surprenais à tressaillir, comme si le mot était inconfortable sur sa peau. Un soir, je préparais le dîner quand elle est entrée dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur, l'a refermé et a dit, sans se retourner, « Tu penses parfois d'où je viens ?» Je me suis figée. Je lui tournai le dos, un couteau dans une main, un oignon à moitié coupé sur la planche à découper. J'ai dit oui, bien sûr. Elle n'a pas répondu. Elle est juste sortie de la pièce. Après, je me suis demandé si c'était sa façon de demander ou de m'avertir. Les fissures entre nous ne concernaient plus seulement l'adolescence. Elles concernaient l'identité, la vérité, l'histoire que nous avions construite et les fondations sur lesquelles elle reposait. J'ai commencé à rêver plus souvent du passé, le jour où je l'ai tenue pour la première fois, le son de son rire quand elle était petite, la douceur de sa voix quand elle chuchotait « Je t'aime » juste avant de s'endormir. Ces souvenirs me revenaient comme des échos d'un rivage lointain, s'estompant un peu plus chaque jour. J'avais l'impression de me tenir sur un pont que seul moi pouvais voir, appelant quelqu'un de l'autre côté qui ne voulait plus entendre ma voix. Je voulais l'atteindre. Je ne savais juste pas comment. Cela faisait des années que je n'avais pas touché l'enveloppe, des années que je ne m'étais même pas permis de penser à son contenu. Pourtant, cet après-midi lourd, lorsque la maison semblait plus silencieuse que d'habitude, et que la tension avec Émilie épaississait l'air, je me suis sentie attirée par la commode de ma chambre, par le tiroir du bas, où je l'avais caché sous de vieux pulls et des photographies délavées. Mes doigts ont hésité sur la poignée, comme s'ils savaient qu'ouvrir le tiroir signifiait ouvrir une porte que j'avais scellée il y a longtemps. Mais une partie de moi comprenait que le passé n'était plus quelque chose que je pouvais fuir. Il était déjà là, assis dans le silence entre moi et ma fille, grandissant à chaque question non répondue qu'elle ne savait pas encore comment poser. J'ai ouvert le tiroir et j'ai soigneusement soulevé la petite enveloppe en manille usée. Elle était plus légère que dans mon souvenir, presque immatérielle, comme si le temps lui-même l'avait amincie. Le papier était doux et légèrement jauni, l'encre sur le devant, encore lisible mais fanée. Mon nom, écrit d'une écriture soignée et incertaine. Pas d'adresse de retour. Juste ce seul lien entre moi et la femme qui avait donné la vie à Émilie. Assise au bord du lit, j'ai retourné l'enveloppe dans mes mains avant de l'ouvrir lentement. À l'intérieur se trouvait la lettre que j'avais lue une fois, il y a de nombreuses années, la nuit où j'ai finalisé l'adoption d'Émilie. Une nuit remplie d'une gratitude écrasante et d'une peur suffocante qu'un jour ce morceau de papier déchire tout ce que j'avais construit. J'ai déplié la lettre avec précaution, comme si elle pouvait tomber en poussière si on la manipulait trop brutalement. L'écriture était petite et serrée, le gribouillage désespéré d'une adolescente. Mon cœur battait la chamade alors que je commençais à lire. Elle commençait par des excuses.
Cher qui que vous soyez, commençait-elle. Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas pouvoir être ce dont elle a besoin. Je suis désolée de ne pas pouvoir lui donner la vie qu'elle mérite. Je l'aime. Je l'aime tellement que ça fait mal. Et c'est pourquoi je dois la laisser partir. Je me suis souvenue de la première fois que j'ai lu ces mots, de la façon dont j'ai pleuré jusqu'à ce que mon corps tremble. J'avais su alors, avec une certitude inébranlable, que la mère d'Émilie ne l'avait pas abandonnée par indifférence ou égoïsme. Elle avait choisi de lui donner une autre chance, une meilleure chance. Et j'avais juré, à ce moment-là, que je serais digne de cette confiance. La lettre continuait. Elle s'appelle Émilie. Je lui ai donné ce nom parce qu'il signifie la force, et elle en aura besoin. S'il vous plaît, dites-lui que je l'ai aimée la première. S'il vous plaît, dites-lui qu'elle était désirée. Je ne suis pas partie parce que je ne m'en souciais pas. Je suis partie parce que je n'étais pas assez. Il n'y avait aucune explication des circonstances, au-delà d'indices de peur, de solitude et de honte. Aucune mention du père. Aucune description de membres de la famille, qui auraient donc pu aider, mais ne l'ont pas fait. Juste le chagrin brut et douloureux d'une fille trop jeune pour porter le poids de la maternité. J'ai replié la lettre, plus soigneusement cette fois, et je l'ai pressée contre ma poitrine. Pendant un long moment, je suis restée assise là, les yeux fermés, sentant le poids du chagrin de cette fille à côté du mien. Tant d'amour, tant de pertes, et Émilie, prise entre deux mondes qu'elle n'avait jamais demandé à choisir. J'ai alors su que je ne pouvais pas garder cela caché pour toujours. Le moment approchait, plus vite que je n'étais prête, où Émilie exigerait des réponses que je m'étais longtemps promis de fournir. Je devais être prête à tout lui montrer, même les parties qui faisaient mal. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe, mais je ne l'ai pas rangée. Au lieu de cela, je l'ai placée dans le tiroir du haut de ma table de chevet, où elle serait à portée de main, le moment venu. Il ne me semblait plus juste de la garder enfouie. Cette nuit-là, allongée, éveillée dans l'obscurité, j'ai pensé aux promesses que nous faisons lorsque nous aimons quelqu'un. Promesses de les protéger, de les préserver de la douleur, d'être leur havre de paix. Mais parfois, protéger quelqu'un signifiait lui dire la vérité, même si cela brisait les illusions qui les maintenaient autrefois à flot. Je ne savais pas comment Émilie réagirait en voyant la lettre. Je ne savais pas si cela guérirait le fossé grandissant entre nous ou l'élargirait au-delà de toute réparation. Mais je savais ceci. Elle méritait de connaître toute son histoire. Pas seulement les parties faciles à raconter. Le lendemain matin, je me suis tenue devant le miroir de la salle de bain, étudiant mon propre reflet, les rides gravées plus profondément autour de mes yeux, les mèches argentées filant à travers mes cheveux, la fatigue que je portais comme une seconde peau. Je n'étais pas la même femme qui avait pris Émilie dans ses bras toutes ces années auparavant. J'étais plus âgée maintenant, plus lourde de souvenirs et de regrets. Mais j'étais aussi plus forte. Et quand le moment viendrait de placer cette enveloppe entre ses mains, je serais prête. Parce que l'aimer signifiait rester ferme dans la tempête, même si cela me brisait le cœur. C'était un jeudi soir, l'un de ces premiers jours de printemps, où le ciel s'accrochait à la grisaille de l'hiver, et où l'air portait la morsure vive de la pluie froide. J'avais préparé le dîner, le genre de plat réconfortant que je savais qu'Émilie aimait autrefois. Poulet rôti, purée à l'ail, haricots verts vapeur avec un zeste de citron. Je n'étais pas sûre si elle mangerait avec moi, mais je cuisinais quand même. C'était quelque chose que je faisais plus par rituel que par espoir à ce stade. Elle est rentrée juste après 7 heures, claquant la porte d'entrée,
un peu plus fort que nécessaire. Ses bottes ont laissé des traces de boue sur le sol du couloir. Mais je n'ai rien dit. Elle a laissé tomber son sac sur le canapé du salon et a plané au bord de la cuisine, regardant la table d'un air indéchiffrable. Pas tout à fait du mépris, pas tout à fait de l'appréciation, juste de la distance. Je lui ai dit que le dîner était prêt, ma voix prudente, neutre. Elle n'a rien dit, a juste tiré une chaise et s'est assise. Nous avons mangé en silence. La télévision était éteinte. Pas de musique, juste le raclement des couverts contre la céramique, le doux bourdonnement du réfrigérateur, le rythme inégal de nos respirations. À mi-chemin du repas, j'ai demandé comment se passaient ses cours. C'était une question simple que j'avais posée 100 fois auparavant. Mais quelque chose à ce sujet, peut-être la douceur de mon ton, peut-être la façon dont j'essayais trop de paraître désinvolte, l'a fait exploser. Elle a laissé tomber sa fourchette avec un bruit sec et s'est adossée à sa chaise, les bras croisés, les yeux flamboyants. « Tu n'as pas à faire semblant, a-t-elle dit. » Sa voix était basse, mais pleine de chaleur. « Tu n'as pas à jouer à ce jeu comme si tout était normal. » Je me suis figée. Mes mains se sont crispées sur ma serviette. « Je ne joue à aucun jeu, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. » Elle a ri, un son bref et sans joie. « Tu crois que je ne sais pas ?» a-t-elle dit. « Tu crois que je n'ai pas compris maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Elle s'est levée si soudainement que sa chaise a grincé contre le sol. Ses doigts se sont crispés sur ses côtés. Ses épaules tremblaient, non pas de peur ou de tristesse, mais de fureur. Le genre de fureur qui s'était accumulée silencieusement pendant des années, cachée dans des soupirs, des silences et des regards en coin. « Tu m'as menti toute ma vie, a-t-elle dit. Je ne suis pas ta fille. Je ne l'ai jamais été. » J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle s'est approchée, tremblant maintenant, sa voix se brisant sur les bords. « J'ai fouillé dans ton tiroir. J'ai trouvé le dossier. J'ai trouvé la lettre. Le voilà. Le moment que j'avais redouté si longtemps. Ce n'était plus une question de si, c'était déjà arrivé. Elle l'avait lu, seule, en secret, sans personne pour la guider à travers le chagrin. « Je te faisais confiance, a-t-elle dit. J'ai dit aux gens que tu étais ma mère. J'y ai cru, et tu m'as laissé vivre ce mensonge. » Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle ne les a pas laissés couler. « Tu n'es pas ma mère, a-t-elle dit, plus fort cette fois. Tu n'es même pas honnête. » Les mots m'ont transpercé comme du verre brisé. Mon souffle s'est coupé. Ma vision s'est brouillée. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas tendu la main vers elle. Au lieu de cela, je me suis levée lentement et je suis passée à côté d'elle dans le couloir. Mes jambes semblaient engourdies, ma poitrine creuse. J'ai ouvert le tiroir de la table d'appoint, près des escaliers, celui où j'avais déplacé l'enveloppe, me préparant pour ce jour. Je l'ai sortie et je suis retournée à la cuisine. Elle était toujours là, les bras enroulés autour d'elle comme une armure. Sans un mot, j'ai tendu la main et je lui ai présenté l'enveloppe. Elle l'a regardée, la mâchoire serrée, le menton levé en signe de défi. Elle n'a pas bougé. « C'est tout, ai-je dit doucement. Tout ce que je sais, tout ce qu'on m'a donné. » Elle ne l'a pas prise au début. Elle l'a juste regardée, comme si elle pouvait la brûler. Puis, lentement, elle a tendu la main et me l'a arrachée. Ses doigts se sont refermés autour avec une urgence tremblante, et elle a reculé d'un pas, la tenant près de sa poitrine.
Tu aurais dû me le dire, a-t-elle murmuré. Il y a des années. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas être en désaccord. J'avais fait ce choix, pour elle, m'étais-je dit. Mais peut-être, en vérité, l'avais-je fait pour moi. Par peur, par amour, par lâcheté. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers les escaliers, l'enveloppe serrée comme une bouée de sauvetage, ou une arme. Je suis restée seule dans la cuisine, l'odeur d'ail et de citron flottant encore dans l'air, les assiettes à moitié finies sur la table, la chaise toujours repoussée là où elle l'avait laissée. L'explosion était venue comme une tempête, soudaine, forte, et maintenant tout était mouillé, brisé et de nouveau silencieux. Mais certaines tempêtes ne passent pas rapidement. Certaines laissent des débris qu'il faut beaucoup de temps pour trier, et je n'avais aucune idée si elles reviendraient pour m'aider à ramasser les morceaux. Le silence qui a suivi son explosion a persisté comme un brouillard dans chaque pièce de la maison. C'est un silence que je n'ai pas essayé de briser. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas frappé à sa porte. Je ne l'ai pas appelée quand elle est partie le lendemain matin, avant même que je ne me réveille. J'ai juste laissé faire, lourd, nécessaire. L'enveloppe avait disparu de mon tiroir. Elle l'avait emportée à l'étage, et avec elle, la vérité que j'avais gardée pendant tant d'années, rangée comme un secret trop sacré pour être prononcé à voix haute. Je l'imaginais assise par terre dans sa chambre, la lettre ouverte sur ses genoux, les genoux ramenés contre sa poitrine, les yeux parcourant les lignes que je n'avais lues qu'une seule fois, il y a longtemps. J'imaginais ses mains tremblant comme les miennes. J'imaginais la rage, la tristesse, la confusion. Mais je ne l'imaginais pas me pardonnant. Pas encore. Elle est restée dehors plus longtemps que d'habitude, les jours suivants. Rentrée tard, partie tôt. Nous nous croisions comme des étrangères dans notre propre maison, un signe de tête à la porte d'entrée, un craquement des escaliers au-dessus de ma tête. Pas de contact visuel, pas de banalité, pas de repas partagé. J'ai commencé à remarquer les signes qu'elle avait lu la lettre. Des changements subtils, de petites ondulations. La porte de sa chambre a été laissée ouverte une fois. Sa musique, toujours forte et provocante, était soudainement absente. Elle a arrêté de porter ses écouteurs. Elle se déplaçait plus silencieusement. Son visage avait perdu cette tension constante, remplacée par quelque chose de plus fatigué, de plus creux. Le 4e jour, je suis rentrée de l'épicerie et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine. L'enveloppe était devant elle, soigneusement recellée, bien que je sache qu'elle avait été ouverte. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entrée dans la pièce. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, ses cheveux attachés lâchement, comme si elle n'avait pas pris la peine de les vérifier. J'ai posé les sacs sur le comptoir et j'ai attendu. Après une longue pause, elle a finalement parlé. Elle a demandé si j'avais déjà rencontré sa mère biologique. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que tout ce que je savais était dans cette lettre. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle s'y attendait. Puis, elle a demandé si j'avais jamais eu l'intention de le lui dire. J'ai dit oui, je l'avais fait, plusieurs fois. Elle n'a pas demandé pourquoi je ne l'avais pas fait. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait déjà la réponse. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit et j'ai fixé le plafond, le poids des années pesant sur ma poitrine. Je me suis souvenue des premiers jours, comment elle s'endormait dans mes bras, avec ses doigts enroulés autour des miens. Comment je me réveillais la nuit, juste pour vérifier qu'elle respirait. Je me suis souvenue des pièces de théâtre de l'école, des fêtes d'anniversaire, des genoux écorchés, des secrets chuchotés,
Je me suis souvenu des moments où j'ai failli le lui dire. Chacun vif, chacun manqué. Maintenant, elle savait, et savoir changeait tout. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot sur le réfrigérateur de sa main. Il disait qu'elle partait pour le week-end voir une amie. Juste 2 lignes. Pas d'explication, pas de réconfort. Mais je n'en avais pas besoin. Elle avait besoin de temps. Elle avait besoin d'espace. Alors j'ai attendu. J'ai parcouru les couloirs silencieux de la maison et j'ai passé mes doigts le long des cadres photos. J'ai regardé les photos différemment maintenant. Non pas parce qu'elles signifiaient moins, mais parce qu'elles signifiaient plus. Chacune d'entre elles avait été prise sans qu'elle ne connaisse toute la vérité. Et pourtant, ses sourires étaient réels. La joie dans ses yeux, authentique. Rien dans notre vie n'avait été un mensonge, pas pour moi. Elle est rentrée le dimanche soir. Ses pas étaient dits plus lents, ses épaules plus détendues. Elle n'a pas claqué la porte, ni monté les escaliers en trombe. Elle est entrée dans la cuisine, s'est versé un verre d'eau et s'est assise en face de moi. Elle n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle avait lu la lettre 3 fois, qu'elle avait pleuré, qu'elle s'était mise en colère, qu'elle s'était sentie à la fois trahie et reconnaissante dans une égale mesure, et qu'elle ne savait pas encore quoi faire de ses sentiments. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à le faire. Elle a fait glisser l'enveloppe sur la table vers moi et a dit qu'elle ne voulait pas la garder, mais qu'elle ne voulait pas non plus que je la cache. Mets-la quelque part où nous pourrons la trouver toutes les deux, a-t-elle dit, au cas où nous voudrions la relire un jour. Je l'ai prise dans mes mains et j'ai hoché la tête. Puis, très soigneusement, je l'ai placée dans le tiroir de la cuisine, celui où nous gardions les clés, les piles et les bougies d'anniversaire. Des choses de tous les jours, des choses réelles, des choses partagées. Plus tard dans la nuit, en faisant la vaisselle, je l'ai entendu jouer du piano à l'étage. Les notes étaient douces et interrogatives, pas les accords confiants qu'elle jouait autrefois, mais pas brisés non plus. Elle était toujours là, et elle jouait toujours. La maison ne semblait jamais tout à fait vide quand Émilie était partie, mais elle changeait d'une manière que j'avais appris à reconnaître. Le silence passait de doux à vif, et l'air semblait retenir son souffle. Quand elle n'était pas à la maison, même les murs semblaient résonner un peu plus fort. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'espace, que cette période de séparation faisait partie de quelque chose de nécessaire. Guérir, redéfinir, faire le point. Mais cela ne m'a pas empêché d'attendre. Je ne savais pas exactement où elle était allée. Elle avait dit « une amie », mais n'avait laissé ni nom, ni ville, ni emploi du temps. Je n'ai pas insisté. J'ai simplement laissé les lumières allumées plus longtemps. La nuit, j'ai vérifié mon téléphone plus que d'habitude. J'ai préparé assez de nourriture pour 2, au cas où. Les jours ont passé lentement. J'ai nettoyé. J'ai réarrangé les étagères du salon. J'ai rempoté le ficus dans le couloir. J'ai trié de vieux courriers, et plus d'une fois, je me suis surprise à tenir de vieilles photos d'elle enfant. Son portrait de 2e année, avec ce sourire édenté. La photo du zoo, où elle portait ce chapeau de soleil ridicule. Le cliché spontané de nous, dans la cuisine, en train de faire des biscuits de Noël. Je les ai tenus plus longtemps que d'habitude, traçant son petit visage avec mon pouce, me demandant ce dont elle se souvenait de ces années, me demandant quel souvenir lui semblait encore vrai. Chaque nuit, je m'asseyais dans le même fauteuil, près de la fenêtre, regardant la rue à l'extérieur. La lumière du porche bourdonnait doucement au-dessus de moi, un petit phare que je n'éteignais pas. C'était un réconfort,
peut-être pour elle, peut-être juste pour moi. La 3e nuit, j'ai cessé d'attendre un coup à la porte. La 5e, j'ai cessé de regarder l'horloge. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer. Elle est là rentrée la 6e nuit. Il était presque minuit quand j'ai entendu la voiture entrer dans l'allée. Le bruit des pneus sur le gravier ressemblait à une chanson que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Je me suis redressée, le cœur battant la chamade. La porte d'entrée a grincé, en s'ouvrant lentement. Je ne me suis pas précipitée pour l'accueillir. Je n'ai rien dit. J'ai simplement attendu. Elle est entrée avec une sorte d'hésitation que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Comme quelqu'un qui retourne dans une maison qui n'est peut-être plus la sienne. Elle avait l'air différente, pas de manière spectaculaire, mais assez pour que je le remarque. Sa posture était plus douce, ses yeux fatigués, mais concentrés, ses cheveux attachés lâchement, plus teints, plus coiffés avec rébellion. Elle a posé son sac au pied des escaliers et est entrée dans la cuisine. Je l'ai suivie discrètement, l'observant depuis l'embrasure de la porte. Elle est restée un moment, regardant autour d'elle comme si elle essayait de décider s'il fallait parler. Je lui ai versé une tasse de thé sans lui demander, et je l'ai posée sur la table. Elle s'est assise, et nous avons bu en silence. Ce n'était pas le silence de la distance maintenant, mais de la paix, pas complète, mais commençante. Au bout d'un moment, elle a parlé. Elle m'a dit où elle était allée. Un chalet près du lac Flathead, la maison d'un ami. Calme, isolée. Elle avait passé la plupart de son temps à marcher le long du rivage, à écrire dans son journal, à relire la lettre. Elle avait pleuré, puis avait cessé de pleurer, puis avait de nouveau pleuré. Les jours sont passés lentement, mais elle les a laissés faire. Elle a dit que quelque chose avait changé. Elle avait toujours cru que la vérité détruirait tout, que le moment où elle saurait, le moment où elle le verrait écrit, la vie que nous avions se briserait, comme du verre sous pression. Mais ce n'est pas arrivé. Au lieu de cela, la vérité a rendu les choses plus lourdes, mais aussi plus réelles. Elle m'a regardé alors, et dans ses yeux, je n'ai pas vu l'enfant qui m'appelait autrefois maman, ni l'adolescente qui m'avait accusée de mentir, mais une jeune femme, toujours en colère, toujours en deuil, mais cherchant aussi son chemin de retour. Elle a demandé si nous pouvions recommencer. Pas depuis le début, pas en faisant semblant, mais à partir d'ici, à partir de ce moment. J'ai dit oui. Je ne l'ai pas dit avec emphase ou soulagement dramatique. Je l'ai juste dit, et cela a rempli la pièce, comme la lumière du soleil. Dans les jours qui ont suivi, nous avons avancé lentement. Nous avons de nouveau pris le petit déjeuner ensemble, bien que nous ayons peu parlé. Elle a commencé à passer du temps dans le salon, blottie sur le canapé avec un livre, jetant de temps en temps un coup d'œil vers moi pendant que je lisais ou pliais le linge. Elle m'a aidé avec les courses. Elle a demandé si j'avais besoin de quelque chose de la ville, de petites choses, mais elle signifiait tout. Un soir, je l'ai trouvée debout dans le garage, tenant les vieux albums photos que nous n'avions pas regardés depuis des années. Elle a demandé si nous pouvions les parcourir ensemble. Nous nous sommes assises par terre dans le salon et nous avons tourné chaque page, riant à certaines, devenant silencieuses à d'autres. Elle a montré une photo d'elle, à 5 ans, tenant une couronne en papier pour son anniversaire. « Je me souviens de ça », a-t-elle dit. « Je me souviens de m'être sentie désirée. » J'ai tendu la main et j'ai tenu la sienne. « Tu l'étais, ai-je dit, chaque jour. » Elle ne s'est pas retirée. Je n'ai pas essayé de tout arranger avec des mots. Nous comprenions toutes les deux que la guérison ne viendrait pas des excuses ou des explications.
Elle viendrait de la présence, du fait de rester, de se choisir à nouveau, encore et encore, même après les ruptures. Elle ne m'a pas tout de suite appelée maman. Parfois, elle disait mon nom. Parfois, rien du tout. Mais un matin, alors qu'elle sortait pour retrouver une amie, elle s'est arrêtée, s'est retournée et l'a dit. Juste une fois, doux mais certain. Et je suis restée immobile longtemps après son départ, laissant le mot résonner en moi comme une prière enfin exaucée. Le changement n'est pas venu d'un seul coup. Il est venu lentement, comme la lumière se glissant à travers les lattes d'un store à l'aube, incertaine, silencieuse, mais indéniable. Nous avons recommencé à parler, non seulement avec des mots, mais par une présence partagée, par le doux rythme d'une vie qui se retissait doucement. Un après-midi, alors que les arbres à l'extérieur se paraient des premières couleurs de l'automne, j'ai descendu la boîte que j'avais gardée cachée pendant tant d'années. Ce n'était pas la lettre cette fois. Elle l'avait déjà lue. C'était autre chose. Une boîte à chaussures remplie de petits souvenirs et de documents que j'avais collectionnés au fil des ans. Des choses que j'avais gardées, ne sachant pas si elles auraient un jour leur place dans nos conversations. Des choses que j'avais gardées au cas où. Elle était assise à la table de la salle à manger, sirotant un thé et surlignant des lignes dans un catalogue de cours universitaires. J'ai posé la boîte à côté d'elle sans un mot, et je me suis assise en face. Elle l'a regardé, a hésité, puis a lentement retiré le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des images d'échographie, faibles et granuleuses, mais étiquetées avec son nom de naissance et sa date. Le décret d'adoption original, des dossiers médicaux, un bracelet d'hôpital encore enroulé sur lui-même, comme un enfant endormi, et des photos que l'assistante sociale m'avait remises, disant que c'était tout ce qui restait de ses premiers mois. Il y avait une photo de sa mère biologique, jeune, à peine plus âgée qu'Émilie maintenant, assise au bord d'un banc de parc, les yeux pleins de quelque chose de lointain et de déjà brisé. Il y avait une serviette en papier, pliée avec un gribouillis au stylo bleu. Un nom écrit encore et encore. Émilie, Émilie, Émilie. Elle a sorti les objets lentement, un par un. Son visage n'a pas beaucoup changé, mais j'ai vu ses yeux tracer chaque détail, comme si elle essayait de lire entre les lignes de choses qui ne pouvaient plus parler d'elle-même. Au bout d'un long moment, elle a levé les yeux vers moi. Elle a demandé si j'avais déjà essayé de retrouver sa mère biologique. Je lui ai dit que non. Non pas parce que je ne pensais pas que c'était important, mais parce que j'avais peur de ce que je pourrais trouver, ou ne pas trouver. J'avais toujours craint que le passé n'essaie de réécrire le présent, et j'avais travaillé si dur pour protéger ce que nous avions. Peut-être trop dur. Elle n'a pas parlé pendant un moment. Elle a juste tenu la photo de sa mère et l'a regardée en silence. Puis, elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Raconte-moi tout, a-t-elle dit. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'appel que j'ai reçu ce jour de mars, où l'on m'a demandé si j'étais toujours intéressée par l'accueil d'un enfant. Je lui ai parlé de la façon dont j'ai nettoyé la chambre d'amis, de la façon dont j'ai pleuré la nuit où ils me l'ont amenée, et j'ai de nouveau pleuré la première fois qu'elle a souri. Je lui ai dit à quel point j'étais terrifiée de ne pas être à la hauteur, comment j'attendais sans cesse que quelqu'un me dise que je n'étais pas assez, que je n'étais pas réelle. Elle a écouté, clignant à peine des yeux, les doigts toujours doucement enroulés autour des miens. Je lui ai dit que je la surveillais chaque nuit, pendant qu'elle dormait, que j'ai mémorisé les sons de sa respiration, que j'ai appris à reconnaître ses pleurs de l'autre bout de la maison. Je lui ai dit que j'ai gardé chaque projet scolaire,
chaque empreinte de main, chaque stupide carte de la Saint-Valentin qu'elle m'a faite en papier de construction rouge. Je lui ai dit que j'ai gardé la lettre non pas par honte, mais par respect, que je ne savais pas comment lui donner cette histoire sans donner l'impression que la nôtre était moins vraie. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a rien demandé de plus que ce que je lui donnais. Elle a juste tenu bon et a hoché la tête, comme si quelque chose en elle se reconstituait. Non pas remplacé, non pas effacé, mais réconcilié. Quand j'ai eu fini de parler, elle m'a raconté ce que c'était que de lire la lettre. Comment cela lui avait donné l'impression d'appartenir à deux mondes et à aucun. Comment elle avait détesté que ce soit caché, mais comprenait aussi pourquoi. À quel point elle avait été en colère, effrayée. À quel point elle s'était sentie libre, en réalisant que m'aimer et désirer connaître ses origines n'avaient pas à s'annuler mutuellement. Elle a dit quelque chose, alors que je n'oublierai jamais. Je n'ai pas perdu une mère en lisant cette lettre. J'ai trouvé une autre partie de moi-même. Mais c'est toi qui es resté. C'est toi qui m'as élevé. Et rien ne change ça. Ce soir-là, nous avons allumé des bougies sur la terrasse arrière et nous nous sommes assises sous les étoiles avec nos tasses de thé. Le vent portait l'odeur des feuilles mortes et pour la première fois depuis des semaines, nous avons ri, pleinement et sans hésitation. Nous avons partagé des histoires de son enfance, des histoires que je n'avais pas racontées depuis des années. Et elle en a demandé plus, souriant, avec les mêmes dents qui avaient autrefois mordu dans des pommes dans la cour de l'école. Les mêmes mains qui avaient autrefois tenu les miennes en traversant la rue. Cela n'a pas tout réparé. Ce n'était pas le but. Mais dans cet espace entre nous, quelque chose s'était installé. Une vérité que nous tenions maintenant ensemble. Pas une vérité parfaite, non sans ses aspérités, ni ses souvenirs douloureux, mais une vérité entière. Et pour la première fois depuis longtemps, nous nous sentions toutes les deux enfin chez nous. La saison a changé plus vite que je ne le pensais. Un jour, les arbres de notre quartier étaient à vert, et le lendemain, ils étaient vêtus de feu, orange brûlé, or et cramoisi profond. Les matins étaient plus froids, et j'ai commencé à sortir les couvertures plus épaisses, à les superposer sur nos lits, à allumer des bougies plus tôt dans la journée. La maison sentait la cannelle, les pommes et quelque chose de plus ancien, comme la paix essayant de se refaire un foyer. Émilie passait plus de temps en bas maintenant. Elle a commencé à apporter ses livres à la table de la cuisine, demandant de l'aide pour ses dissertations d'université, ou lisant ses brouillons, à voix haute, pendant que je cuisinais. Elle a de nouveau rempli les pièces de sa présence, pas toujours bavarde, mais là, tangible, ancrée. Elle fredonnait parfois, le même vieil air qu'elle fredonnait avant de s'endormir quand elle était enfant. Je me suis surprise à retenir mon souffle juste pour écouter. Nous n'étions pas revenus à ce que nous avions été. Nous étions quelque chose de nouveau maintenant, plus prudente, plus honnête. Mais il y avait de nouveau un fil qui nous reliait, plus effiloché ni noué, juste lentement retissé par un effort partagé. Un dimanche, nous sommes allés au marché fermier ensemble. Ce n'était rien de remarquable, juste des citrouilles, du cidre chaud, des étals remplis d'écharpes en tricot et d'ornements en bois sculpté. Mais elle a marché à côté de moi, au lieu de marcher devant. Elle a montré des choses, a donné son avis, a ri à la blague d'un vendeur. Nous sommes restés plus longtemps que prévu et sommes rentrés avec des sacs remplis de choses inutiles. Du savon à la lavande, un pot de confiture de figues, une petite pancarte peinte à la main qui disait « Cette cuisine fonctionne à l'amour
et au reste. Ce soir-là, nous avons préparé le dîner ensemble. J'ai coupé des légumes pendant qu'elle remuait la soupe. Nous nous déplacions facilement, l'une autour de l'autre, comme si nous réapprenions une vieille danse que nous connaissions par cœur. Il y a eu un moment où nos mains se sont frôlées sur le comptoir, et j'ai senti cette étincelle de reconnaissance, celle qui dit « Oui, nous sommes toujours là, nous sommes toujours nous ». Plus tard, nous nous sommes assises sur le canapé, avec des bols sur nos genoux, un film jouant à bas volume à la télévision. Elle a posé sa tête sur mon épaule, juste légèrement, et je n'ai pas osé bouger. Mon bras était déjà endormi au moment où le générique de fin a défilé, mais je suis restée immobile aussi longtemps qu'elle me l'a permis. Ce petit poids contre moi contenait des années de distance et des années de dévouement, et je ne l'aurais échangé pour rien au monde. Un après-midi, nous avons de nouveau parcouru la boîte, cette fois ensemble, page par page. Elle a posé des questions qu'elle n'avait pas posées auparavant, et j'ai répondu sans crainte. Nous avons de nouveau regardé les photos, cette fois avec moins de chagrin, plus de compréhension. Elle a tracé la courbe du sourire de sa mère biologique avec son doigt et a dit « Je le vois maintenant. Dans le miroir, parfois, mais je te vois aussi. » Ce soir-là, elle a descendu son vieil album de souvenirs de l'étagère du haut de son placard. Nous ne l'avions pas touché depuis des années. Nous avons feuilleté les pages, remplies de peintures au doigt, de cartes d'anniversaire, de portraits au crayon de moi, avec des lunettes géantes et des coiffures très inexactes. Elle a montré un dessin. Nous tenant la main devant notre maison, avec des cœurs dans le ciel, et a dit « J'ai toujours été à toi. Je ne savais juste pas comment le dire. » Elle avait encore des jours difficiles. Parfois, elle se refermait encore, ou quittait brusquement la pièce, quand l'émotion se rapprochait trop. Mais je la laissais avoir ses moments. Je ne la poursuivais pas. Je n'insistais pas. Je restais visible. Et elle revenait toujours. Notre histoire ne s'est pas terminée avec une enveloppe, ou une lettre, ou une révélation. Elle ne s'est pas terminée du tout. Elle a évolué. Nous avons commencé de nouvelles traditions. Les crêpes du dimanche, les promenades du matin, les soirées de lecture silencieuses, une visite mensuelle au lac qu'elle aimait quand elle était enfant. Nous avons construit de nouveaux souvenirs sans essayer d'écraser les anciens. Le passé n'était plus une blessure, c'était une carte, et nous la parcourions encore ensemble. Une fois, lors d'un trajet silencieux de retour de l'épicerie, elle s'est penchée et a baissé la musique. Elle a dit « Tu sais, je ne suis pas sûre de comment tout ça fonctionne. Ce qui fait de quelqu'un une vraie maman. La biologie, l'amour, le temps. Mais si je devais choisir à nouveau qui m'a élevée, je te choisirais encore. » Le reste du trajet s'est déroulé en silence, le genre qui s'enroulait autour de ma poitrine comme une couverture. Nous avions toutes les deux changé. Nous avions toutes les deux souffert. Mais nous étions toutes les deux restées. Nous n'étions plus seulement une mère et une fille de nom ou de loi. Nous étions nous, blessés, compliqués, recousus par la vérité et la tendresse, et enfin, entières.